Bonjour à tous et bienvenue dans mon voyage. Je m'appelle Lucas et durant l'été 2024, j'ai voulu m'offrir une expérience. Une grande marche de 50 jours, tout seul, empruntant le sentier du GR9 sur 1000 km, du Jura jusqu'à la Méditerranée. Ça a été une aventure extraordinaire, de laquelle je ressors transformé à bien des égards, le chemin extérieur ayant été le reflet d'un cheminement intérieur. Pendant cette période particulière, j'ai souhaité adopter une démarche d'immersion quasi totale. J'ai été coupé pendant tout ce temps de toute ma vie quotidienne, ou presque. En revanche, sur les chemins, j'ai beaucoup écrit, et pris un certain nombre de photos aussi. Alors c'est avec joie que je les ai travaillées, pour en fabriquer ce petit film souvenir, témoin de ma randonnée, afin que chacun puisse le ressentir aussi proche de ce que j'ai vécu. Alors plongez avec moi sur les sentiers du GR9. Je vous souhaite un bon visionnage. Épisode 4, jour 31 à 40. Jour numéro 31, 20 août 24, col Flachet, col des Lantons, 20 km. Cette nuit pleine de confort m'a fait beaucoup de bien. Malgré tout, je me suis encore réveillé pendant la nuit, ce qui m'a permis d'admirer une pleine lune éclairant puissamment le paysage tel un phare bienveillant. Puis très tôt ce matin. Cela confirme donc que j'ai moins besoin de récupérer qu'en début de voyage, où je dormais facilement 10 heures par nuit d'un sommeil de plomb. Je suis content de me sentir en pleine santé ce matin. La dernière fois que je m'étais trouvé dans des conditions similaires, c'était ce fameux jour où j'étais bien malade. Cela tourne donc une page difficile. La lessive a fini de sécher dehors avec ce vent qui continue de souffler fort. Je prends le temps de régler toute ma petite logistique de voyage. À 9h, Ludovic n'est pas encore levé, alors qu'on avait prévu de partir à cette heure-ci. Ce n'est pas grave, je vais passer le temps à ma façon. Le départ de la maison de Montbrison-sur-Lèze aura lieu finalement à 9h40. Dans la voiture, nous parlons justement du Lèze. Hier, je suis passé tout proche de sa source, mais une énigme m'a alors envahi l'esprit. Le Lèze est un des fleuves secondaires de France qui se jette dans la mer aux alentours de Montpellier, d'où la ville-banlieue de Castelnau-le-Lèze. Or, le Rhône, depuis Lyon, trace plein sud, créant une barrière infranchissable. Toutes les rivières que je traverse depuis quelque temps finissent forcément leur course dans le Rhône. Donc comment diable le Lèze peut-il échapper à cette loi naturelle en coulant jusqu'à Montpellier de l'autre côté du Rhône? Et surtout, par où passe-t-il? Ludovic m'apportera la clé. En fait, il existe deux rivières portant le nom de Lèze. Celle dont j'ai longé la source se joint effectivement au Rhône, vers Bolène. Je comprends mieux. Nous nous saluons, et je me mets en marche à partir du point où je m'étais arrêté la veille, avec toujours cette sensation étrange que de dire au revoir, puis de partir à pied vers l'inconnu. Le vent s'est calmé, et le soleil est radieux. Je me sens tout heureux de retrouver un climat optimal pour randonner. Aujourd'hui, pas d'énormes montées, mais tout de même ça grimpe. Près de 1100 mètres cumulés de dénivelé positif. Je passe une petite montagne, ça redescend dans une vallée pour gravir de nouveau une montagne vers une autre vallée, et ainsi de suite. Tel est le paysage rude des Baronnies, semblable à des dunes dans le désert, excepté la végétation. Après un petit détour, suite à une inattention de ma part avec les indications, je retrouve le GR9 et enquille les kilomètres. Les temps sont en forme, par assauts répétés, m'empêchant même d'uriner en paix, ce qui attise ma colère contre leur côté invasif. À un moment, j'aperçois un serpent de couleur sable qui s'enfuit. Était-ce une vipère? Apparemment, il y en a beaucoup dans le coin, m'avait prévenu un monsieur quelques jours auparavant. Mais bon, entre mes pieds et les bâtons, ma présence est clairement signalée, et la probabilité que je marche par inadvertance sur une vipère est si infime, je ne m'en préoccupe pas beaucoup. La ville de Nyons, surnommée le Petit Nice, se rapproche.
Je ferai ma pause en son sein. Grâce à des panneaux explicatifs, je m'instruis beaucoup sur cette cité chargée d'histoire et de patrimoine. À la boulangerie où je compose mon repas, j'échange une belle conversation avec une habitante. Ensuite, je passe me baigner dans l'Aigle, d'une température très agréable, d'où le monde sur les berges. Puis je m'achète un 3e carnet de notes. Je croyais que 2 allaient suffire, mais plus le temps passe et plus j'écris. J'arrive déjà bientôt à la fin du 2e, alors que je commence la 128e page. Ma main s'est bien remusclée, je n'ai plus mal du tout en écrivant longtemps. Je quitte Nyons en dégustant quelques figues délicieuses, glanées à droite à gauche, avec le sentiment de vouloir revenir, comme dans tant d'autres bourgs dont j'ai foulé les pavés, nombreux à m'avoir séduit par leurs atouts. Les kilomètres s'enchaînent très vite malgré la montée la plus intense de la journée. Je remarque que depuis une semaine, même si ça monte, je ne sens plus vraiment d'effort physiquement. Du moins, pas lié au fait de marcher toute la journée, tous les jours. Après une grande montée, bien sûr que je suis essoufflé. Mais c'est comme de monter 5 étages par les escaliers en courant. Ça envoie sur le moment, mais passé quelques minutes, le corps s'en est remis. Je prends un temps pour m'amuser au bord d'une pente très raide composée de poussière de pierre, la rendant presque lisse. Aucun chemin en bas, alors je jette des cailloux qui prennent de la vitesse en roulant. Ce genre de jeu qui me fascine depuis mon enfance. Attention, 3, 2, 1, wouhou! Elle continue. Et voilà, elle s'est arrêtée. Au cœur des baronnies. Je me prêterai même à une forme de mini-thérapie en jetant des pierres que je charge d'une part de moi que je ne veux plus. Ça peut être une peur, une croyance limitante, etc. J'atteins le col des Lantons, empli d'une certaine fierté dont je ne me cache pas. Je viens d'accomplir 1 mois complet de marche. 1 mois, c'est énorme, je n'en reviens pas. Tout ce temps sur les sentiers, c'est quand même une période de ma vie vraiment à part. Après autant de temps, je distingue nettement plusieurs choses qui ont changé. D'abord physiquement. J'ai fondu à certains endroits, pour reprendre les termes de William. Un peu au visage, beaucoup au niveau du torse, mes côtes ressortent légèrement, ce qui n'était pas le cas 1 mois plus tôt. J'ai également bien minci. En revanche, certaines parties de mon corps se sont renforcées à fond. Les jambes, évidemment. Je découvre plein de formes nouvelles sur mes mollets et mes cuisses, dues au développement des muscles. C'est aussi le cas dans mes bras, qui poussent beaucoup sur les bâtons, alliés indispensables. Parlant de matériel, lui aussi évolue. Je mentionnerai seulement les chaussures, qui commencent à être franchement usées. La vendeuse du magasin m'avait prédit que, pour la cité, après les 50 jours, les chaussures devraient être mortes. Ça semble parti pour. Je prie pour qu'elles tiennent encore 19 jours. Le pare-pierre à l'avant de celle de droite commence doucement à se décoller. Ayant oublié de demander un peu de glu, dans la jolie résidence hier, je le ferai à Apt dans 5 jours, profitant du logement Airbnb que je me suis offert pour cette étape, seule exception initialement prévue. Des changements sont aussi notables dans ma perception du temps et de mes journées. Depuis que j'ai franchi la moitié du parcours, je peux me rendre compte de ce qu'il reste à parcourir, le sentir, ce qui m'était impossible auparavant. Et puis les journées s'enchaînent les unes après les autres sans que j'en ai vraiment l'impression, là où au début, 3-4 jours de marche d'affilée me paraissaient exceptionnels. Je crois qu'on peut appeler cela la routine. Une nouvelle routine s'est mise en place. C'est devenu de fait mon état normal de passer mon temps à marcher seul. Cela rejoint ce que je disais plus tôt au sujet de l'effort constant que cette activité nécessite, mais que je sens de moins en moins, voire plus du tout. Je suis très curieux de voir comment se passera mon retour abrupt dans la vie habituelle. Je perçois aussi une forme de nostalgie à l'idée de ne plus avoir de contact avec mes proches, comme si tout s'était arrêté, figé. Il y a eu les quelques bulles bonus avec Mathilde, William, Marina, bien sûr. Mis à part cela, je joue vraiment le jeu en étant en coupure totale de tout le reste. Ce n'était pas arrivé depuis la drôle d'expérience du confinement, de mars à mai 2020. Ça avait duré un peu plus longtemps, mais c'était moins radical puisque l'on échangeait par les moyens numériques, malgré tout. Il y aura certainement des émotions fortes au moment de les retrouver, à l'issue de l'ultime étape, dans 19 jours.
J'écris, disais-je, beaucoup plus qu'au début, je remarque. Là où mon récit journalier tenait en 3 pages, il m'en faut à présent systématiquement 5 à 6. Le volume du contenu que j'ai à raconter s'est complètement débridé. J'ai l'impression de me répéter à chaque étape. Je me sens une fois encore guidé par la vie, me menant au bon endroit, au bon moment. Au col des Lantons, à côté de l'emplacement que je choisis pour ma tente, se trouve un camping-car. Il appartient à des gens vivant juste à côté, mais qui l'utilisent pour se doucher, celle de leur maison étant momentanément dysfonctionnelle. Ils viennent ici pour bénéficier du niveau plat du terrain. Ils me proposent de remplir mes gourdes, à mon soulagement. L'eau est rare dans cet environnement sec, et la chaleur ayant considérablement augmenté de nouveau, je bois rapidement beaucoup d'eau. Et surtout, ils me proposent de prendre une douche. Waouh, quel bonheur! Ils regagneront leur demeure un peu plus tard. C'était vraiment le bon moment. Je passerai donc la soirée très seul. Les temps sont déchaînés. Ils sont en permanence 2 ou 3 autour de mon habitat, à se cogner contre les parois, se posant sur la toile, vrombissant tout autour. Cela me fatigue et perturbe la quiétude de ce lieu aspirant au calme. Métaphore intéressante du mental qui, parfois en ébullition, peut être perturbateur, tandis que le silence et la présence paisible ont toujours été là, accessibles en tout lieu et en tout temps. Ils iront se coucher à la tombée de la nuit, moment où je pose ces mots. La belle lune fera son apparition de derrière un sommet, accompagnant ma nuit. Je la contemple avant de fermer les yeux, pour retrouver le pays des rêves. Jour numéro 32. 21 août 24. Col des Lantons, les Girards. 21 km. Nouvelle nuit assurée, ponctuée de rêves étranges qui me laissent quelque peu tourmenté le matin. Tout cela commence à légèrement me préoccuper. Ce soir, je me ferai un soin énergétique, histoire d'être sûr que tout va bien de ce côté-là. J'ai été très étonné de la lumière que la lune projetait sur le paysage en pleine nuit. Cela lui procurait un aspect presque irréel. Je replie tôt ce matin, afin d'éviter les temps énervés, et me voici sur la route du GR9 dès 8 heures. Cela laisse beaucoup de temps, je vais d'un pas tranquille. J'ai droit à ce que j'appelle le mariage céleste. Ce moment succinct où le soleil et la lune se contemplent, l'un en face de l'autre, dans une ambiance suspendue. Je crois être certain d'avoir oublié mon gant de toilette chez Bab en partant hier. Ludovic me le confirmera plus tard. Cela est embêtant, il m'est utile tous les jours. La vie sera au taquet en me présentant sur la piste un chiffon plutôt bien conservé, qui une fois lavé tout à l'heure, remplacera mon gant à la perfection. Magique. Je me ferai une séance de trombone sur le chemin, avant de déboucher dans un couloir naturel dans lequel le vent souffle fort. Je prends soin des plumes en orientant mes bâtons dans le sens du vent et vers le bas. J'ai placé un certain affect en elles avec le temps. Il me serait difficile de les voir se faire détruire par les courants d'air. Passé le col, ça va mieux. Je descends alors vers Buis-les-Baronnies, en avalant au passage mon quota quotidien de mûres et autres fruits des bas-côtés. Cette journée et celle d'hier sont vraiment copier-coller, quasiment identiques, si ce n'est que celle-ci présente un dénivelé un peu plus conséquent. Aujourd'hui, c'est jour de marché à Buis. Tout le centre-ville est occupé par des stands, tous plus tentants les uns que les autres. La densité de gens en mètres carrés, plus la circulation parfois anarchique des voitures, me donne un peu le tournis. Je n'ai plus l'habitude d'un tel tohu-bohu. Ce sera donc repas marché ce midi. Je ne pouvais pas accomplir le GR9 sans m'offrir à un moment ou à un autre un bon morceau de nougat. Ce sera ce moment-là, avec du nougat au spéculoos, une pure merveille. Au bord de la rivière, attendant que les heures les plus chaudes soient passées, je me laisse aller à la rêverie. Depuis une semaine, je joue à imaginer un double de moi-même, qui depuis le point médian du parcours, à Léoncelle, serait parti dans le sens inverse de ma marche, symétriquement à moi, suivant chaque étape de mon guide à l'envers, jusqu'à Saint-Amour. Peut-être est-il vraiment sur les sentiers ?
Personne n'est allé vérifier. Chaque jour, je me raconte où il en est, les vallons qui s'offrent à sa vue, les difficultés des étapes, etc. C'est à mes yeux un outil de plus pour mesurer ce qu'il me reste à accomplir jusqu'à Saint-Tropez. De plus en plus régulièrement, je visualise aussi le Lucas qui est là-bas, à Saint-Tropez, venant d'achever les derniers kilomètres. J'entends ses pensées, ses ressentis. Ça a l'air d'être un grand moment, plein de reconnaissance. J'ai bien hâte de le rejoindre. Chaque pas me rapproche un peu plus de lui. Et bien souvent, quand ces pensées m'occupent la tête, pendant que je suis en train de marcher, je me prends à coup sûr une racine dans le pied ou une petite glissade. La vie qui me dit « Allez, en attendant, ce n'est pas encore fini. Reviens dans l'ici et maintenant. » Ça me fait toujours rire. Après 3 heures de pause, je me remets en route pour la grande montée de la journée qui m'amènera 800 mètres plus haut. Là, pour le coup, je sens bien l'effort au niveau cardio, du fait que mon sac est plus lourd que jamais. Je l'ai blindé de nourriture. De quoi tenir un bon moment. Et les bouteilles sont remplies. Je sens bien la différence, d'autant que la chaleur est au rendez-vous. Ma détermination m'amènera là-haut. Et me fait face alors de toute sa largeur, le Mont Ventoux. Ancré et puissant, il est très impressionnant d'aussi près. Cela fait un bon moment que je l'aperçois, grossissant à chaque fois. Maintenant, c'est la prochaine grande montée. Aucune autre montagne entre lui et moi. À son sommet, ce que je croyais être une antenne se révèle de plus en plus en une véritable tour. De quoi s'agit-il ? Cette curiosité sera assouvie dans 2 jours, lorsque je foulerai ses alentours. Les temps ont l'air plus distants par ici, mais a fait son apparition une sorte de mouche beaucoup plus collante. À peine l'ai-je chassée qu'elle se pose déjà sur une autre zone de ma peau. J'ignore si elle est dangereuse, mais en juger par son aspect et le fait qu'elle ne bouge pas du tout une fois posée, j'aime autant qu'elle soit tenue à l'écart. S'il y a bien une chose que cette grande marche m'apprend, c'est que je déteste absolument être parasité par des tiques, mouches, taons ou toute autre forme. Passé le col, la descente, toujours composée de dangereuses petites pierres roulantes, je fais attention. Je m'arrête un temps pour observer de plus près un fossile d'une taille remarquable. Je le caresse du bout de mon doigt, émerveillé. Dingue de se dire qu'un jour, il y a très très longtemps, c'était un animal bien vivant, voguant dans la mer Thétis. J'arrive au Girard et continue le chemin en quête d'une surface bien horizontale. Au bout de 100 mètres, je tombe sur une fontaine qui coule à flot. Trop bon. De quoi bien boire et refaire le plein pour la soirée et le lendemain. Le relief est pentu. Pas évident de trouver une zone adéquate. Je finirai par me poser à un croisement, ça fera l'affaire. Au moment où je sors toutes les affaires dans la tente, une de mes tomates explose en répandant son jus. Horreur, il y en a partout. Je la mange tout de suite en vitesse pour ne pas aggraver la situation. Dommage que je doive le faire à la hâte, car qu'est-ce qu'elle est bonne. Je nettoie ensuite comme je le peux avec mon nouveau chiffon. Je sais à quel risque je m'expose en emportant des tomates. Mais c'est la saison et j'aime varier les plaisirs en pique-nique. Je m'occupe alors jusqu'à la tombée de la nuit, satisfait de constater que les quelques temps locaux sont beaucoup plus respectueux. C'était une bonne journée de marche. Bien content que celle de demain, même si elle monte beaucoup, mesure seulement 16 km. Mine de rien, ce 4e tronçon que je viens de finir à Buis-les-Baronnies était bien costaud. Je laisse mon corps se reposer, en attendant l'aube. Jour numéro 33. 22 août 24. Les Girards, le contrat. 16 km. Je me réveille après une nuit encore en dents de scie. Mais moins que les dernières, j'en suis bien content. Et pas de rêves étranges. Le soin a dû faire du bien. Au vu de cette courte étape, je prends bien mon temps. Je glande un peu dans mon lit. Le mouvement m'anime au moment où le soleil, une fois de plus au rendez-vous, commence à être suffisamment élevé pour rayonner sur la tente
ce qui la réchauffe instantanément. Elle est pleine de rosée. Je la laisse sécher avant de partir à 9h45. Comme hier, petite session trombone à une pause, entre 20 et 30 minutes. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est parfait pour maintenir en forme toute la musculature concernée. J'aimerais garder cette discipline chaque jour jusqu'à la fin du voyage, et que cela devienne une bonne habitude pour l'après, ce dont j'ai manqué la saison passée. En chemin, je me dis que j'ai quand même très peu d'interactions avec d'autres humains ces temps-ci. La dernière date d'hier midi, au marché de Buis-les-Baronnies. Sur les chemins, je croise généralement très peu de monde depuis une semaine. Comme me disait l'habitante de Nyons, après le 15 août, plus personne. Cela ne semble pas qu'un mythe, du moins de ce que je vois. Comme ces 2 derniers jours, l'étape se compose en 2 temps, avec un village au milieu. Cette première partie contient seulement du plat et de la descente douce sur larges pistes rocailleuses. Facile. Puis je fais mon entrée dans le village pittoresque de Brantes. Une vraie petite pépite. Au pied du mont Ventoux, absolument magnifique. Je m'y arrêterai pour manger dans un restaurant qui figurera dans le top des plus savoureux de ma marche. Et oui, pour une fois je mange à midi au restaurant, contrairement à d'habitude. C'est que les horaires de la maison ont dû changer récemment, ce qui contrecarrait le programme prévu. À Buis, en faisant mes courses après avoir consulté cela, je m'étais fait tout un plan tarabiscoté pour les prochains repas, alors que ce matin il m'a paru évident de faire beaucoup plus simple en inversant avec le pique-nique que je mangerai donc ce soir. Je m'installe alors sur la petite terrasse de cet établissement purement végétarien, où quasiment tout est fait maison, local, etc. Tout ce que j'aime. Ce sera un véritable voyage gustatif, par une farandole de saveurs. C'est un délice. Je mange en mettant beaucoup de conscience sur chaque bouchée, chaque geste, avec lenteur. Ayant déjà bien exploré cette façon de manger depuis plusieurs années, je sais à quel point cela nourrit beaucoup plus que de manger rapidement sans être pleinement présent, à quantités égales. Certains évoqueront le prana, peut-être que c'est de ça dont il s'agit. Plus le temps passe dans cette aventure, plus la nourriture se dote d'une importance cruciale à mes yeux. Même les pique-niques, que j'essaye de varier souvent, deviennent des moments à sensations fortes. Alors les restaurants, n'en parlons pas. Il y en a de plus en plus qui arrivent au programme, à mon plus grand bonheur. J'espère garder cette préciosité après ma marche. Cela me plaît beaucoup que chaque repas devienne un instant de grâce, plein de magie. Je me remets sur le sentier du GR9 en sortant de ce village, écrin de calme mélangé à la rigueur exigée par le flanc de la montagne. Cette étape est empreinte d'une curieuse symbolique. C'est le jour numéro 33, qui dans ma perception se réfère à l'âge du Christ, auquel lui répond en symétrie un joli 22, correspondant à la date du jour. À mon arrivée, j'aurais effectué pile 666 km, en dormant dans un lieu portant le nom « Le Contrat ». Ce n'est quand même pas banal. Je n'ai pas fait exprès d'agencer les choses dans ma planification pour que toutes ces résonances ressortent ainsi. Je l'ai vu seulement après. Je ne sais pas trop quelles conclusions en tirer, mais je suis toujours attentif à ce genre de manifestations étonnantes. Surtout quand là, avec 4 composantes indépendantes les unes des autres, la probabilité d'avoir une telle configuration relève du miracle. Après avoir franchi la petite rivière coulant dans le vallon, j'arrive enfin au pied de la grande ascension du mont Ventoux, que j'attendais depuis longtemps. Cette fois, ça y est, nous y sommes. À part l'énorme montée de Grenoble jusqu'aux Moucherottes, il me semble que c'est la plus longue du périple. Elle trace de façon très linéaire de 500 à 1900 mètres d'altitude. J'ai fait le choix de la scinder en 2, par facilité. Les premiers kilomètres sont très raides, mais ils laisseront place à une pente plus douce, tout en restant soutenus. Sa déclivité est idéale pour moi. Elle me demande un certain effort, mais qui ne m'épuise pas. C'est une question d'endurance. Le chemin est agréable pour les pieds, avec un balisage précis et de beaux belvédères réguliers. Une vraie partie de plaisir. Je déroule ainsi pendant 2 heures, jusqu'à l'abri du Contrat, à 1400 mètres d'altitude. Ceci en fera ma nuit la plus haute avant la fin de la randonnée.
Et même beaucoup plus. Je n'ai aucune idée du prochain moment où je passerai une nuit aussi haut. L'air se rafraîchit au fil de la descente de l'astre du jour. Étant sur un versant dont l'inclinaison me cache de ses rayons, j'ai la sensation qu'il se fait déjà très tard. Alors que le mont Ventoux, dont l'antenne m'observe directement, est encore bien éclairé. Au pied du Ventoux. On se régale ici. Plein de belles choses, de bonnes choses. La petite touche. Bon appétit. Je laisserai passer le temps jusqu'à la nuit. Un nouveau soin sera le bienvenu, si cela peut rendre mes nuits plus proches de ce à quoi je suis accoutumé d'ordinaire. Réponse demain matin. Jour numéro 34. 23 août 24. Le contrat Sceaux. 24 km. De nouveau cette nuit, je me suis réveillé plusieurs fois, mon corps ayant l'air de me glisser à l'oreille. Bon allez, on s'est bien reposé, on y va maintenant. Mais non, je ne marcherai pas de nuit. Et même si mon corps est globalement en forme, je crois que cela fait du bien à mes pieds de ne pas être sollicité pendant une longue plage de temps. Je me mets alors en acceptation de ces heures d'attente, ce qui a l'air de se dessiner comme une constante pour les 16 matins restants. Je m'occupe quand même de diverses manières, et je sens qu'une part de moi aimerait que je m'occupe tout le temps. C'est sans doute la même qui souhaiterait que je revive de longues plages de sommeil, de sorte à éviter tout ce vide, cet ennui. Mais je suis parti marcher aussi pour mieux rencontrer cette thématique. Alors je me laisse aller à ne rien faire, pour voir. Contempler simplement le ciel où pointe l'aurore jusqu'à l'apparition du soleil. C'est le signal pour ma mise en mouvement, le début de 45 minutes de rangement. À partir du contrat, je vais partager un bout de chemin avec le GR4, un chemin plein de belles promesses. Partant de l'océan Atlantique, à Royan, puis traversant toute la France jusqu'à Nice. Pour réaliser celui-ci, il faudrait assurément plus de 2 mois. Je le suivrai jusqu'à mi-chemin de l'étape de demain, où il se sépare du GR auquel je suis fidèle. Le début de la journée se passe dans la continuité de la fin de celle d'hier, sur ce plaisant chemin. Seulement, sur la fin, cela se raidit davantage, m'invitant à puiser dans mes tripes les ressources nécessaires. La récompense est de taille, le sommet du mont Ventoux. Ce pic perdu au milieu d'une mer de collines, au bord de la vallée du Rhône, loin de ces brumeux comparses des Alpes. De cette hauteur contrastant avec les massifs alentours, la vue est l'une des plus belles de mon grand voyage. Et voilà, j'y suis enfin au sommet du mont Ventoux. La vue est incroyable. Je ne sais pas si on se rend bien compte, mais le temps est complètement ensoleillé, aucun nuage à 360 degrés, pas un pet de vent. Franchement, c'est le temps idéal. Et c'est fou, j'arrive à voir jusqu'à 14 jours en arrière, à peu près dans le Vercors. Et là, on va tourner vers la partie que je vais m'apprêter à prendre, la partie sud. Là, je reconnais moins puisque je suis moins habitué à ces endroits. Mais j'imagine qu'on voit loin. Je vois pas la mer. C'est un peu trop brumé, mais elle est pas si loin maintenant. Elle est là-bas. Et voilà, sacré cap quand même dans ce GR9. Ça fait quelque chose. Je me pose un long instant pour contempler autant de paysages réunis en cet endroit. À l'aide de la table d'orientation, dont j'apprécierai particulièrement les extraits de texte qui y sont annotés,
je parviens à repérer le tracé du GR9 jusqu'aux Moucherottes, soit 14 jours auparavant. Ça fait une trotte, je peux bien m'en rendre compte. De l'autre côté, au sud, je pense que je pourrais aussi apercevoir le tracé sur un bon nombre de jours. Mais faute de bien connaître ces contrées, je ne repérerai que le village de Sceaux, ce qui me fait visualiser la suite d'aujourd'hui et le début de demain. Marseille devrait être au loin, mais l'air n'est pas assez clair pour la distinguer, tout comme la mer. En revanche, à l'est, je vois nettement Carpentras et Avignon dans la vallée. Et à l'ouest, les Alpes lointaines. La tour, qui me posait question quant à sa fonction, est entre autres un puissant relais pour les télécommunications, la radio, la télévision et les communications militaires. À ses côtés est installée toute une batterie d'instruments servant à recueillir des informations sur la météo. L'émotion est forte de me trouver là-haut. Le Ventoux était un autre cap important du parcours à mes yeux, marquant mon entrée dans le Vaucluse. J'y resterai une semaine. Sur les routes menant au sommet, filent un nombre incalculable de cyclistes. Beaucoup de motos également, ainsi que des voitures, mais très peu de marcheurs. Je me sens bien seul dans ma condition. L'ambiance est sympathique, j'entends beaucoup d'encouragement entre cyclistes. Je commence alors à longer la crête, marquée par de massives bornes. L'étape est encore longue jusqu'à Sceaux. Comme expliqué sur les panneaux, les conditions météorologiques là-haut sont vraiment rudes, à tel point que rien ne pousse, ce qui laisse un environnement désertique, des pierriers à perte de vue. Dans mon champ de vision apparaît soudain un troupeau de brebis remontant la pente de ce qui est devenu un alpage. Près du chemin, un gros patou blanc monte la garde. Vu sa taille et sa mission, je ne prends pas de risque, je contourne le troupeau en descendant le flanc du plateau. Cette horde est très étalée, je mettrai beaucoup de temps à en faire le tour. À un moment, en passant, je lève les yeux. À 3 mètres de moi, caché devant un buisson, se dresse un autre patou. Gris foncé cette fois. Un frisson glacé me parcourt le dos. Mais ce sera tout. Je comprends qu'il a tout de suite saisi mon intention d'un simple passage pacifique, et il reste très tranquille. J'ai eu de la chance d'être tombé sur un chien très bien dressé. Ce n'est pas le cas pour certains randonneurs qui alors se retrouvent parfois dans des situations très embarrassantes. Je rejoins le chemin, mais le perds rapidement suite à une bifurcation mal indiquée. Je continue malgré tout. Ça reste de la piste et je le retrouverai plus loin. Cela m'aura seulement fait faire ces quelques kilomètres sur de la route goudronnée, partagée avec tous les véhicules, au lieu d'une sente plus sobre dans la forêt. Après ma pause, effectuée à l'endroit où je retrouve le GR9, je m'enfonce dans une forêt aux pins espacés, pentue, menant sur le grand plateau de Sceaux. Ça me fait bizarre d'avoir un paysage sans montagne à l'horizon. Cela faisait, il me semble, depuis la vallée du Guiers, avant le massif de Chartreuse, que cela n'était pas arrivé. Passé cette piste, le sol redevient plat avec une végétation moins sèche que dans les baronnies. Étant en altitude, la température est différente. Je le constate aussi par l'aspect des murs, encore en croissance pour la plupart. Dommage, je m'étais bien habitué à ces petits cadeaux ça et là. Les sentiers jusqu'à Sceaux sont très agréables. Discrets, se faufilant furtivement entre les champs, les routes et les maisons. Ils alternent entre paysages à découvert sous le soleil et zones de forêt dense. J'arrive finalement à Sceaux, perché sur un promontoire rocheux. Il était temps, mes pieds commencent à tirer un peu. Il est 17h, il me reste 2 heures à attendre avant l'ouverture de la crêperie que j'ai choisie pour ce soir. Alors je flâne, je visite le bourg, fais les courses pour les prochains repas en autonomie, m'étire, me masse les pieds, divague dans mes pensées, repère un endroit propice à l'installation de ma tente, etc. En terminant cette étape, j'achève le 2e tiers de ma grande marche. C'est étonnant, j'ai l'impression que ces 2 premiers ont été très longs et que le dernier va se dérouler à toute allure. Sans doute à cause de mes changements de perception et au fait d'incarner désormais cette marche comme un véritable mode de vie. 19h sonne par les très puissantes cloches de l'église sous lesquelles se situe la fameuse crêperie. En plus d'une crêpe salée, j'en prendrai 2 sucrées. Moi qui ai pour habitude, notamment lors des tournées,
de trouver les quantités servies dans les restaurants trop grandes, je remarque que dans ma condition actuelle, je ressens le contraire presque à chaque fois. Jérôme et Christine, venant de Lille, prennent place sur la table d'à côté. Nous nous mettons à converser. Le contact est très simple. Je prends beaucoup de plaisir à échanger avec eux sur tout un tas de sujets. Je crois d'ailleurs que ce plaisir est partagé, à l'image de cette 4e crêpe qu'ils m'offriront de bon cœur. Nous nous forçons presque à mettre fin à la discussion, sinon à l'aube nous y serions sûrement encore. Ils feront partie de ces belles rencontres qui jalonnent jour après jour ma grande aventure. Il fait donc déjà nuit quand je monte la tente, et il me reste le récit de ce jour à transcrire. Tout cela va me faire me coucher tard. Au moins, peut-être que de cette façon je dormirai d'un trait jusqu'aux matines. En tout cas, je me couche serein après une très belle journée, avec encore une fois une météo allant dans mon sens. 3h30 de pluie en 34 jours, c'est un vrai cadeau du ciel. Et tout semble aligné pour une 35e journée au sec, pour ce qui s'annonce être l'une des étapes les plus simples et reposantes du voyage. Jour numéro 35. 24 août 24. Sceaux-Travignon. 15 km. La nuit fut plutôt bonne. J'arrive non d'un seul trait jusqu'au jour, mais plus facilement que les nuits précédentes. J'ai tout mon temps aujourd'hui. Je replie donc sans me presser. J'échange quelques mots avec la tenante d'un gîte, se dressant juste en face de la petite place qui fut mon hôtel d'un soir. Si elle avait su, me dit-elle, elle m'aurait proposé de dormir dans sa cour. Je ne m'en fais pas. L'expérience n'aurait pas été tellement différente. Elle se montre étonnée quant au fait que je n'ai jamais eu de problème en m'installant dans des villages. Personnellement, je crois que je ne dérange absolument personne en dormant aux emplacements que je choisis pour leur discrétion et leur statut de lieu public, et surtout pour une seule nuit par village. Je tourne un petit peu dans Sceaux, le temps de faire une petite lessive à la fontaine, de trouver les toilettes publiques et admirer la vue depuis une place faisant office de balcon sur cet aplomb de pierre qui supporte le village. En le redescendant, je me mets à parler avec un homme au cœur ouvert. À 81 ans, il se porte radieusement. C'est inspirant et me donne envie de lui ressembler quand nous serons en 2081. Nous abordons le mont Ventoux, qui nous salue au loin, et il m'annonce ce chiffre hallucinant de 3500 cyclistes chaque jour de l'été qui pédalent sur ces pentes. Apparemment, c'est un monument incontournable dans le monde entier. Des gens de toute nationalité viennent y semer la sueur de leur effort. Une tour Eiffel du vélo, en quelque sorte. Un de ses amis, Hervé Morel, a relevé le défi impressionnant de réaliser 10 ascensions du géant de Provence en 24 heures. Sur ces anecdotes, nous nous souhaitons une bien belle journée sous le soleil, puis je braque plein sud sur de la piste carrossable. C'était ma dernière conversation de la journée. Je croiserai par la suite seulement 2 autres personnes. Comme prévu, ça monte doucement mais sûrement, de 300 mètres, pour arriver sur de vastes étendues où s'alternent des forêts et de grands champs de lavande, répandant une douce odeur sur le plateau. Comme à quelques autres endroits du GR9, des plaques explicatives bordent le sentier, entretenant la mémoire d'actes s'étant produits pendant la Résistance en 1943-1944. Il a dû en falloir du courage pour tous ces maquisards durant cette sombre période. Mon Dieu, quelle folie! La guerre, comme me disait mon oncle, ce sont des gens qui ne se connaissent pas et qui s'entretuent, pour le compte d'autres gens qui se connaissent mais qui ne s'entretuent pas. J'en vois une grande intention de paix en cet instant dans le monde, que toutes ces horreurs engendrées par les guerres puissent s'arrêter pour toujours. J'ai bien faim en franchissant la moitié du parcours. Ça tombe bien, un tronc d'arbre au sol ombragé nous attendent, mes victuailles et moi. Mes vêtements lavés ce matin prendront le temps de sécher au soleil. Au moment de repartir, je me rends compte que je ne me trouve plus sur le bon GR, la séparation entre le 9 et le 4 ayant eu lieu 1 km plus tôt,
J'ai suivi ce dernier. Heureusement, une route coupe pour me replacer sur l'itinéraire prévu. Un grand nombre de déchets décorent cette portion du chemin, à tel point que je ne puisse pas tous les ramasser. Il y en a trop. Cela se calmera en entrant dans la forêt pour les derniers kilomètres de l'étape. Le relief se fait plus présent, proportionnellement à la végétation qui se densifie. C'est le genre de paysage qui caractérise le lieu-dit Travignon, avec pour couronner le tout, un sol constitué essentiellement de petites pierres. Tout cela est parfaitement inadapté pour mon campement. Alors, revenir un peu en arrière? Ou continuer? Continuer, bien sûr, car chaque pas supplémentaire effectué en est un de moins à faire le lendemain. Ici, le chemin descend sans que le paysage ne change au fur et à mesure que je pénètre dans la vallée d'Apt. Les kilomètres s'enchaînent. Je le sentais dès le début que ça allait finir comme ça. Heureusement qu'il y avait seulement 15 km au programme. Cela me laisse une marge suffisamment souple. Mais mon pied gauche m'envoie un signal. Il veut du repos. Il en a besoin. C'est toujours cette même petite douleur, unique dans mon voyage pour le moment, située sur ce tendon arquant la voûte de la plante du pied. J'essaye de jongler constamment avec les étapes, les pauses, l'intensité, pour que cet élément important puisse toujours assurer son rôle sans entrer dans la souffrance. La suite des événements tombe à pic. Après une bonne ration de fruits, dont une amande cueillie sur son arbre, une première pour moi, j'arrive à Villars, réalisant que j'ai rallongé de 10 km, ce qui en laisse seulement 6 pour demain, sur du plat. De quoi bien le récupérer ce tendon. Je commence à manquer d'eau. Heureusement, en entrant dans le village, se présente une modeste fontaine. Magnifique. Et à peine quelques mètres plus loin, je tombe sur un petit jardinet en surplomb de la route. Exactement ce qu'il me fallait, c'est parfait. Je me remercie d'avoir avancé. Je serais beaucoup mieux ici que sur des quelques endroits plats aperçus plus tôt dans la forêt, qui laissaient à désirer. Cela m'aura valu encore 2 belles étapes, coup sur coup. J'ai du mal à me dire qu'encore hier matin j'étais derrière le Mont Ventoux, sur ses pentes, tandis qu'il est si éloigné désormais. En quittant le plateau, j'ai cru apercevoir la crête que j'arpenterai dans 3 jours, qui promet elle aussi de beaux points de vue. Peut-être sur la mer cette fois. Maintenant que je traverse des contrées aux habitants qui parlent l'accent du Midi, je peux espérer ce cadeau, après tant de kilomètres. Plus de 700 au compteur en achevant cette 5e semaine de marche. Je sens que le temps s'est quand même bien écoulé depuis Saint-Amour. Je m'en rends compte surtout aux soirées plus courtes. C'est maintenant presque quotidiennement que je termine ma session d'écriture à la lampe frontale, ne l'ayant pratiquement pas utilisée les premières semaines. Aux heures du couchant, je compare le niveau de luminosité avec celui de photos prises à la même heure un mois plus tôt. Le changement est rapide, même si dans la plupart des cas on ne s'en rend que peu compte. Cette année je le ressens bien, du fait d'être dehors 24 heures sur 24 pendant autant de jours. Petit fait comique pimentant ma soirée. Je suis embarrassé par une envie pressante qui ne pourra pas attendre demain. Mais je suis dans un jardin de village, discret mais restant à vue. Sur une route pas très passante, certes, mais un peu tout de même. Que faire? Je ne vois pas de WC autour de moi. Quand soudain, je réalise qu'il fait quasiment nuit noire et que l'éclairage public est resté éteint. Quelle veine! Vite, je m'isole tant bien que mal entre 2 bosquets, puis prends soin de recouvrir l'affaire avec des graviers. Environ 10 minutes après mon retour à la tente, les réverbères se réveillent. Ouf, c'était vraiment le bon timing. Je m'endors paisiblement sans duvet sous la canicule provençale. Jour numéro 36. 25 août 24. Travignon-Apt. 16 km. Je me suis réveillé une seule fois cette nuit, mais c'était la bonne. Ne voyant plus d'étoiles au-dessus, les lampadaires se sont de nouveau éteints pour le milieu de la nuit. J'ai le pressentiment qu'il va pleuvoir. Je rabats le toit de ma tente, et quelques minutes après ça ne manque pas.
Ce n'est pas le déluge, mais une bonne quantité d'eau se répand toutefois sur le sol. Quelques heures plus tard, la lumière met fin à cette douche, ce qui me permet de faire sécher la toile avant de la remballer. J'hallucine comment la pluie se synchronise en permanence avec mon rythme. Les seuls moments où je la rencontre sont ceux où je ne suis pas en activité, la plupart du temps la nuit, quand je suis protégé par la tente. Cette étape est toute particulière et sera dédiée au repos. Déjà qu'à l'origine elle faisait partie des plus courtes avec ses 16 km. En ayant bien poussé hier après-midi, cela en fait maintenant la moins longue des 50 jours. Même moins encore que la toute dernière mesurant 8 km contre les 6 qui me relient à Apt aujourd'hui. Et surtout, elle est la seule à l'issue de laquelle je m'offrirai une nuit en gîte, réservée à l'avance. Cela porte à 5 le nombre de nuits en dur du périple. En descendant du caillou sur lequel est posé le village de Villars, je m'aperçois que je suis du mauvais côté. Je coupe alors là où je peux, en faisant le tour, afin d'éviter de remonter la pente du village pour la redescendre tout de suite derrière, inutile effort. La vie me donnera raison, en me faisant croiser la route de plusieurs figuiers débordant de fruits qui ne demandent qu'à être cueillis. Qu'est-ce que c'est bon! En plus, ça change des murs, qui ici sont moins développés que dans les régions plus au nord. Cette abondance de fruits est un argument de poids pour classer l'été en tête de mes saisons préférées. J'ai l'impression que peu de gens prennent l'occasion de ces petits encas fruités. J'en vois tellement qui sont à portée de main, bien visibles. Tant mieux pour moi. Je retrouve le GR9 avec la surprise de revoir les 2 seules personnes que j'avais croisées hier, 2 cyclistes. Je m'arrête pour discuter plus longuement avec eux, avant de continuer sur de la route goudronnée. À mi-chemin, je prendrai plaisir à effectuer ma session de trombone désormais quotidienne. Et ensuite, c'est déjà la descente finale jusqu'à Apt, capitale du Luberon aux racines romaines, connue pour son marché du samedi, classé marché d'exception français. J'aurais envie de revenir rien que pour voir ça. Je mangerai sur la place donnant sur l'emblématique basilique Sainte-Anne. Le logement de ce soir est une chambre chez un particulier. La porte m'est ouverte à l'heure que je souhaite. Je ne m'attarderai pas plus que ça en ville, à l'idée d'un lit et d'une douche. Le seul inconvénient de ce logement est qu'il se situe à plus de 4 km du centre d'Apt. Je choisis de m'éviter ce détour à pied et privilégie l'autostop. C'est un peu galère sans panneau. Et avec mon bagage et mes bâtons plumés, tout le monde doit penser que je souhaite voyager très loin. D'où les signes de beaucoup de gens signifiant « Ah désolé, mais je reste dans les environs ». J'ai envie de leur répondre « Ben, moi aussi !» Au bout d'une demi-heure, une dame s'arrêtera et m'amènera au point voulu. Mon hôte n'est pas là cet après-midi. La maison est donc rien que pour moi, et j'ai tout mon temps. Je me douche, je me pose de longs moments dans le lit douillet pour laisser mon corps se régénérer, mes pieds me remercient, et je m'occupe avec quelques feuilles de papier et mon stylo. Je me fabrique notamment 2 affiches pour le stop, une mentionnée Apt et une autre Gargas, lieu de mon gîte. Ayant pour projet d'aller manger dans Apt, cela devrait faciliter le trajet, ainsi que pour me replacer sur le sentier demain matin. Vers 19h30, je me mets en route. Avec une réservation pour 20h, ça me laisse une bonne marge. Effectivement, ce sera beaucoup plus rapide de me faire accueillir dans une voiture, grâce au panneau. C'est un monsieur d'un certain âge, qui dans notre courte discussion relève le fait qu'il n'y ait pas grand-chose pour les jeunes à Apt. Personnellement, je ne m'en sens pas trop impacté, préférant marcher dans des cartes postales plutôt que de bouger dans des boîtes de nuit. Mon plaisir de ce soir est un restaurant espagnol, pour changer. Je serai comblé par une paella et un cheesecake qui me laisseront une agréable sensation de satiété. J'ai pris mon temps, le jour a filé, ce qui sera l'occasion pour la première fois d'expérimenter le stop de nuit pour rentrer. L'attente sera de 10 minutes. Je monte avec 2 jeunes gars. Je leur pose justement la question quant au loisir aptésien. Sans surprise, ils me répondent qu'ils s'embêtent un peu, et que pour sortir il faut aller à Avignon, Carpentras, voire Marseille, à 1 heure de route. À la maison, je rejoins Sandrine, mon hôte, et son compagnon Jean-Marc, pour un temps très convivial autour d'un verre. Puis je me retire dans mes pénates pour continuer cette petite bulle de récupération.
Jour numéro 37. 26 août 24. Apt Cucuron. 26 km. Après une nuit plutôt bonne, je me lève pour ranger mes affaires, le linge propre ayant fini de sécher dans la chaleur nocturne. Je croise Sandrine et Jean-Marc, les remercie pour leur hospitalité, puis me dirige vers le rond-point afin de regagner Apt en stop, en étant passé acheter mon repas du jour préalablement. Ça m'a fait un peu drôle ce contact avec mes hôtes. Même en étant très sympathique, le rapport n'est pas le même du fait de la réservation en Airbnb. Il est un peu plus formel, plus distant que lorsque ce sont des amis du jour chez qui je me retrouve spontanément. En stop, la jeune dame qui m'embarque n'est nulle autre qu'une des 2 coordinatrices du parc naturel régional du Luberon. Nous conversons sur la réglementation, notamment au niveau incendie. Il faut savoir qu'en région PACA, les massifs forestiers sont soumis à un code couleur changeant chaque jour, indiquant le risque de feu de forêt. Pour certaines couleurs, particulièrement présentes en été, l'accès au massif peut être totalement prohibé, au risque d'être amendable si je croise des agents du parc, de l'ONF ou de la police. En m'expliquant cela, elle me laisse comprendre à demi-mot que dans des cas comme le mien, sur de tels projets, les agents peuvent se montrer un peu plus souples, ça dépend sur qui je tombe. Bon, j'ai déjà traversé plusieurs massifs depuis le Ventoux, sans avoir connaissance de ce point, et tout s'est bien passé. Je prends ses recommandations avec une certaine légèreté. Elle me dépose à Apt, je la remercie et prends le versant sud de la vallée en suivant le balisage GR. En m'apercevant au bout d'1 kilomètre que je ne foule pas le bon sentier. Plusieurs d'entre eux font escale à Apt, le GR9 partait beaucoup plus à l'ouest de la ville. Je peste un peu, ce n'est pas l'étape où je peux me permettre des détours. Avec autant de kilomètres au programme, ça risque de faire beaucoup. Je coupe en m'aidant des cartes sur mon téléphone, choisissant les routes menant à l'ouest, dans l'idée de forcément retrouver le chemin à un moment ou à un autre. Au bout d'un certain temps, j'y parviens. C'est déjà une bonne chose. Je marche d'un bon pas par cette fraîcheur matinale bienvenue, jusqu'au petit village de Buhou où j'envisage de manger. Un chien errant m'en empêchera, me rôdant autour. Mes instants gastronomiques sont trop précieux pour moi, pas question de me laisser déranger par un chien collant. Je passe le village, mais il me suit, pendant longtemps. Cela m'agace, je lui parle fermement, accompagnant mes paroles par des gestes avec mes bâtons, pour lui faire comprendre que sa présence à mes côtés n'est pas désirée. Je me montre très froid, et c'est vrai qu'il fait un peu de peine, il a l'air bien malheureux dans son état. Mais ce n'est pas du tout mon rôle, ni le moment de jouer les sauveurs de chiens. Il continue de me suivre à bonne distance, puis, l'ignorant, il finit par me laisser seul. Je soupire, je peux enfin me poser pour manger. Un couple passe, avec ce même chien qui vient tout de suite me revoir, espérant sans doute que je daigne le nourrir. Après leur avoir demandé, il n'est pas à eux, et ils s'en vont, me laissant avec la bête. Je dois faire avec. À mon soulagement, il adopte un comportement calme et respectueux, l'air dépité, ayant bien saisi ma limite de distance. Je ne le calcule pas, volontairement, afin d'éviter qu'il s'attache à moi. Je ne sais pas jusqu'où cet animal pourrait me suivre. Je préfère ne pas tenter l'expérience. Au bout d'une demi-heure, il se lève et part, en reniflant la trace d'autres randonneurs ayant pris la bifurcation derrière moi, se disant probablement qu'il sera mieux reçu par eux. Ça me va, je finis donc tranquillement mon déjeuner. Je repars vers de fort jolis paysages. Après une bonne proportion de routes goudronnées depuis hier, me voici à flanc de falaise, sur un sentier des plus pittoresques, avec sous les yeux ce qui semble être un cirque. Accolé à la pente de la colline, dit du Petit Luberon. C'est très joli, j'ai du plaisir à serpenter dans cet environnement. De l'autre côté, en remontant, je tombe nez à nez avec une agente du parc, faisant de la prévention sur les risques incendies. Cette affaire est traitée avec plus de sérieux que je ne le pensais, la surveillance est récurrente. En plus de sa collègue rencontrée ce matin, cela fait 2 avertissements que la vie me donne pour m'indiquer de faire attention à ce paramètre durant les 13 jours restants. Ce serait dommage de me prendre une amende bien salée pour pas grand chose. La dame m'indique un site mis à jour quotidiennement à 18h, montrant la carte du lendemain avec les zones et les couleurs. Ce sera donc dorénavant l'instant de vérité tous les jours.
J'envoie une forte prière à l'univers, de sorte à pouvoir effectuer tout le parcours prévu jusqu'à la fin, tout en étant en règle, que les massifs soient jaunes ou verts lors de mon passage. À l'image de ce que je vis avec la pluie, je vois dans ma tête Moïse écartant les eaux de la mer, par sa seule volonté. J'ai l'intuition que ça va marcher. J'avance et passe sous une remarquable avancée rocheuse. De par ses 800 mètres carrés sous roche, cela en fait la plus grande baume de la région. C'est un endroit très particulier et surprenant. Et ensuite ça grimpe un peu, jusqu'au sommet de ce jour, le Petit Luberon. Au sommet, je découvre l'autre côté, distinguant nettement la mer pour la première fois. Elle est là, du côté de Marseille et de l'étang de Berre. C'est un grand moment, plein d'émotions, que je laisse exprimer par de joyeux cris de célébration. Dans mon dos, le Ventoux m'observe, sûr de lui. Il aura été un véritable phare, m'accompagnant sur déjà plus d'une semaine. Je reconnais également les deux murailles, la Sainte-Victoire et la Sainte-Baume, ce qui m'offre un aperçu de la quasi-fin de ma grande marche qui approche. À ce moment-là, le téléphone sonne. C'est Valérie, de Cucuron. Hier soir, un ami a réalisé que je passais par là et qu'il a un pote dont la sœur, Valérie, vit à Cucuron. Il m'a transmis le contact en me laissant voir ce qui est possible. Sans attente particulière, j'avais tenté de la joindre ce midi, sans succès. Je me suis préparé à passer toutes les nuits restantes en autonomie. Toutes les surprises seront donc du bonus. Ce sera le cas cette fois-ci. Je pourrai poser ma tente sur son terrain, avec piscine et douche en supplément. C'est avec une certaine réjouissance que j'entame alors la dernière partie de cette journée. Je suis content, mes pieds sont bien en forme, rendant obsolètes mes appréhensions là-dessus. Dans ce charmant village de Cucuron, un de plus, je fais mes courses pour les 2 prochains jours avant de me diriger vers l'adresse indiquée. Me vient alors une réflexion, que depuis Grenoble je n'ai quasiment pas croisé de ligne de chemin de fer, et les seuls sur le chemin présentent une offre très pauvre. J'en suis très étonné, moi qui suis habitué, de par les régions où j'ai habité dans ma vie, à beaucoup de lignes à haute fréquentation. Mais dans ces contrées, c'est plutôt le bus qui s'est développé, laissant les rails se transformer en longues pistes cyclables. À 18h, roulement de tambour. Yes! La zone concernée demain sera verte. Je peux donc y circuler sans risque d'amende. C'est une petite victoire. Plus que 12 à espérer maintenant, pour réaliser mon grand voyage comme je l'ai imaginé. En arrivant à la maison, je fais connaissance de Valérie et de ses 2 enfants, Léona et Marius. Nous nous raconterons nos vies pendant le repas auquel ils m'inviteront, cerise sur le gâteau de cette très belle soirée animée de simplicité. Je suis touché par leur ouverture et leur gentillesse. Je ne manquerai pas de les remercier. Une nouvelle fois, je suis surpris de la quantité de nourriture que je mange, sans que ce soit trop pour autant. Mon estomac me remercie, lui qui fonctionne impeccablement depuis l'incident du 12e jour. Cette fois-ci, je pense enfin à demander de la colle pour le bout avant de mes semelles. Comme ça, je suis à peu près sûr qu'elles tiendront jusqu'au bout. La gomme en dessous se consume, et tend à devenir complètement lisse par endroits. Je le sens bien dans les montées sur route caillouteuse. Cela accroche beaucoup moins bien. La nuit s'annonce bonne avant d'entamer demain le 7e tronçon sur les 8 du parcours. Jour numéro 38, 27 août 24, Cucuron, le pas de Marseille, 17 km. Je dors de mieux en mieux au fil des nuits, j'en suis bien heureux. À mon réveil, le ciel commence à peine à se teinter de bleu. Je me replonge un moment dans le sommeil, laissant le temps au jour d'entrer en scène. Mes amis sont déjà partis régler les affaires d'aujourd'hui. J'en profite donc pour me baigner complètement nu dans la piscine. Cela me procure toujours une sensation de liberté. Ils ont pris soin de laisser sur la table 2 onigiri, sorte de boules de riz aux légumes enveloppés dans une algue, ce qui les fait ressembler visuellement à des avocats. J'ai découvert ce plat hier soir et me réjouis de pouvoir le savourer encore ce midi.
Je prends le temps de remballer, et l'église indique 9 heures au moment où je franchis le portail. L'étape d'aujourd'hui comprend l'un des 3 derniers sommets de ma grande marche, et se finira par ma dernière nuit perchée dans les hauteurs, au cœur de la nature sauvage. Je quitte alors ce village au drôle de nom. Le GR9 passe quasiment devant la maison. Pratique. Rapidement, il se met à monter. Et étonnamment, c'est dur pour moi ce matin. Pourtant, la température est agréable. Mais mon sac est très lourd, chargé pour entre 3 et 4 repas, et les 3,5 litres d'eau remplis, je sens bien la différence. Et mon corps lui-même est plus lourd que d'habitude après le festin de la veille. Je le perçois aussi un peu engourdi. C'est légitime après la grosse journée d'hier et ses 26 km, sans compter le petit détour en sortie d'Apt. Aujourd'hui, il y en a 17 à parcourir, ça va aller. Peu avant ma pause, je rencontre 2 gardes forestiers du parc naturel du Luberon qui terminent une ronde matinale dans le massif. Nous discutons de manière très détendue. Ils me brieferont une nouvelle fois sur les quelques règles à respecter dans les parages. Puis ils me disent qu'une de leurs collègues hier leur a parlé d'un randonneur effectuant un grand trip de 50 jours. Ils me demandent s'il s'agit de moi. Je le leur confirme. Décidément, je commence à être connu au sein du personnel gestionnaire des parcs naturels régionaux. Cela me fait bien rire. Après manger, je me sens mieux. Enfin entré pour de bon dans cette journée. Prêt pour le gros morceau, une montée de 500 mètres de dénivelé jusqu'au sommet. Le sac allégé, je prends le versant. Je finis par y arriver, agréablement surpris par la beauté de cette crête qui me montre le chemin. Je ne m'attendais pas à ce type d'environnement. Depuis le début de cette aventure, je suis toujours émerveillé par les changements de biome, très nombreux à s'être succédés au fil des kilomètres, parfois plus succinctement que d'autres. De même, certains sont plus présents, conférant aux autres, plus rares, une préciosité supplémentaire. Je me les passe à certains moments dans ma tête, tel un enchaînement de diapositives. Il n'est même pas 14 heures, et il me reste 5 bons kilomètres seulement, pour arriver au pas de Marseille. C'est passé plutôt rapidement, malgré ces petites difficultés matinales. Cette fin d'étape n'est pas reposante pour autant. La crête n'est faite que de bosses et de creux. C'est bien joli à l'œil, mais c'est un peu les montagnes russes, ajoutant facilement 100 ou 200 mètres de dénivelé positif au compteur. Le géant de Provence me guette toujours depuis le côté gauche. Tandis qu'à droite, la Sainte Victoire m'appelle, me tend les bras. Patience, dans 4 jours ce sera le thème de l'étape. Les 2 guides tout à l'heure m'ont mis en garde. Des orages avec forte pluie sont annoncés dans le village le plus proche pour 16-17 heures. Ça tombe bien, il est 15 heures quand j'arrive au pas de Marseille. Je m'étais noté sur mon guide par précaution vis-à-vis du règlement en vigueur, qui interdit le bivouac dans les massifs forestiers du Vaucluse l'été, de dormir le plus discrètement possible, à la belle étoile. Et lorsque j'ai constaté toute l'énergie employée par les institutions impliquées dans le maintien de ces règles, je me résignais à allonger l'étape jusqu'au village suivant, Vitrolles en Luberon, ajoutant bien 6 ou 7 km dans les pattes. Or, en étudiant la carte des massifs forestiers d'un peu plus près, je me suis rendu compte que cette crête représente une très fine bande qui n'est pas inclue dans les massifs. Avec son sol nu, ça me semble évident maintenant. Mais cela m'arrange tout à fait, je peux donc dormir dans ma tente en toute quiétude. C'est un soulagement. Il s'agissait de la seule nuit délicate à ce propos. Toutes les autres dans ce parc naturel se passeront dans des villages. Mais les nuages se sont effectivement montrés de plus en plus nombreux, et un bel orage semble s'approcher. Je trouve un endroit plat dans un des creux, sous quelques arbres parmi d'autres bosquets. C'est parfait. Je prends bien soin de tendre la toile afin d'éviter d'éventuelles infiltrations d'eau entre la bâche de protection et le sol de la tente. Ouf, voilà, je suis prêt à accueillir la tempête. De grosses gouttes commencent à tomber, un peu timidement. Du tonnerre résonne à droite. Il est puissant. L'orage doit être tout proche. Et puis, finalement, ce dernier se dirige à gauche. Je vois à droite le gros de la pluie, arrosant la vallée sans retenue. Et moi, j'en resterai là, tout simplement. Je suis encore passé in extremis entre les gouttes. Franchement, c'est trop fort. En plus, me dis-je, avec toute la vallée bien humidifiée,
le code couleur du risque incendie de demain devrait à coup sûr apparaître vert. À 18h, bingo, c'est le cas. C'est une très bonne nouvelle. Cela me fait de la pluie une alliée. Ayant du temps, j'ai pu me pencher sur l'organisation de la venue sur les sentiers de Marina, dans 5 jours, qui va une nouvelle fois m'accompagner, cette fois-ci pendant 3 étapes. L'occasion en vaut la chandelle. C'est 3 jours aussi autour de notre date anniversaire. Le 2 septembre, cela fera 2 ans que nous vivons cette relation amoureuse. Ça se fête! 3 jours m'a paru être la durée maximale pour que cela reste un temps occasionnel, une exception, pour ne pas que mon voyage se transforme dans l'énergie en une marche à 2. Ce n'est pas la démarche de ce périple. Lors de sa première journée partagée sur le GR9 à mes côtés, il y a 3 semaines, nous avions rencontré quelques difficultés dues à notre différence de rythme et nos envies n'étant pas les mêmes dans cette activité. J'ai donc pensé à ma manière toute une organisation, de sorte que nous puissions partager de bons moments sur les portions les plus intéressantes du parcours sur ces 3 jours, en prenant bien le temps, sans pression. Cela devrait rendre plus harmonieux ces temps de partage, nous l'espérons. Je sors de ma tente pour aller admirer le coucher de soleil sur les hauteurs. Il sera obscurci par les restes lointains de l'orage. J'entends alors des bruits provenant de buissons en bas, à proximité de mon campement. 3 ou 4 gros animaux sont de passage. Je n'arrive pas à les identifier. Une vieille peur me gagne. Je rentre de ce pas, en prenant soin de marquer mon territoire dans un proche périmètre, on ne sait jamais. Ah là là, ce qu'il ne faut pas faire pour assurer la tête. Mais bon, je me montre indulgent envers moi-même. Je suis en chemin, c'est le cas de le dire, et à chaque bivouac isolé de tout, en pleine nature, je viens justement me confronter à ces trouilles archaïques. Même si ce n'est pas encore ça à 100%, je remarque des progrès, c'est déjà super. Avant de me coucher, je profite de la vue sur les scintillants villages éclairés dans la vallée. Je savoure ce style de vue, c'est la dernière fois du voyage que j'en ai l'occasion. Je tenterai de garder à l'esprit que dans nos activités humaines, en soirée, à la lumière des réverbères, il existe dans le même temps des lieux comme celui où je me trouve cette nuit, où le calme est roi. Le contraste est saisissant, et me convient très bien pour dormir paisiblement. Je suis au bon endroit. Jour numéro 39. 28 août 24. Le pas de Marseille, Beaumont-de-Pertuis. 23 km. Après une nuit bien reposante, j'ouvre les yeux. Le soleil n'a pas l'air encore levé. Vite, pour une fois je vais en profiter de par la vue très dégagée depuis la bosse après le pas de Marseille. Une fois en haut, je constate un soleil déjà affirmé sur un ciel complètement sans nuages. Il s'agit pile de ce fameux entre-deux. Le sommet est déjà bien éclairé, alors que dans la vallée, la nuit tire encore quelques instants emplis de sa subtilité. Une fois mon pactage sur le dos, je prends pour la 3e fois cette montée, un peu plus difficile à appréhender cette fois-ci, ayant ajouté 17 kg à mon propre poids. Hier, j'ai pris conscience que mes cuisses ont beaucoup fondu, au-delà de l'augmentation musculaire dont elles ont bénéficié. Cela me permet à présent de les croiser, l'une au-dessus de l'autre, ce qui m'emplit d'un eureka. Je n'avais jamais compris comment les hommes peuvent adopter cette posture, puisque dans mon cas cela m'a toujours écrasé l'entrejambe. Désormais je comprends mieux, il faut nécessairement avoir les cuisses fines. Je me suis fait rire tout seul en essayant ces nouvelles possibilités avec mon corps. La crête se terminant sous peu, je prends un temps solennel pour adresser mes au revoir au Mont Ventoux. Je ne sais pas si je le reverrai dans ma grande marche. Peut-être en haut de la Sainte-Victoire, mais ce n'est pas sûr du fait de la présence de ce massif élevé du Luberon. Puis je me retourne dans l'océan de verdure qui a pris possession de toutes les pentes. Ici, les insectes me harcèlent, les taons fidèles à eux-mêmes, et dans le même temps, les mouches étranges se montrent insistantes. J'ai enfin réussi à identifier cette bestiole. Ce sont des mouches plates, et elles piquent, se nourrissant de sang, et sont extrêmement résistantes. Une bonne tape n'est pas suffisante pour en arriver à bout.
Elles sont surtout connues comme les ennemis jurés des chevaux. Bon, je sais bien que j'ai tendance à aller vite et que je trimballe un certain volume sur moi. Mais de là à me confondre avec un équidé, il faut un vrai compas dans l'œil. Il faut quand même le faire exprès. Bon, trêve de plaisanterie, ces razzias attaquent également mon moral. Cela durera jusque dans la vallée, au village de Vitrolles en Luberon. Ici, je recevrai un important appel professionnel concernant ce qui va enchaîner juste après la marche. Il m'éloigne de mon présent. Ces deux événements conduiront à me procurer un sentiment un peu mou. Pas au même niveau que lors de ma baisse de morale juste avant Grenoble, mais c'est néanmoins notable. En sortie du village, je croiserai tout de même deux grands-parents avec leurs deux petits-enfants, deux frères. Nous discutons, ce qui me redonne un sourire. Cela fait très écho aux nombreux voyages que m'ont offerts mes grands-parents pendant mon enfance avec mon frère. Ils nous emmenaient explorer la jolie France. Exactement la même configuration. Ils avaient planté là une des graines ayant participé au développement de l'idée de ma grande marche. Un bon repas me fera le plus grand bien. Il me donnera l'énergie pour aligner les kilomètres à suivre. La végétation est de nouveau différente. Après les forêts escarpées de chênes verts, plus épineux que leurs cousins communs, de pins et de romarins principalement, je retrouve un milieu provençal typique, ponctué de vignobles aux grappes bien tentantes. Mais je me retiens, songeant aux probables mûres et figues que je croiserai en route comme tous les jours. Il fait très chaud, mais comme hier, des nuages s'imposent petit à petit dans le paysage. Je me dis que c'est ça la clé, pour être tranquille au niveau des risques incendies des forêts et de la pluie. Un temps pacifiquement nuageux. Ou alors qu'il pleuve uniquement la nuit, à l'image de la météo de ces 39 jours. Au choix. Je me sens en légère sous-hydratation, due à mes réserves faibles d'eau. Beaumont de Pertuis apparaît au loin, faisant grandir en moi la satisfaction de boucler une étape de plus. Les mûres et les figues ont magistralement répondu à l'appel, mais les fontaines, du moins le lavoir, n'ont pas l'air abondantes. Cela attendra ce soir, au restaurant, le temps de trouver un lieu calme pour ma tente, en lisière de village. Puis après un moment de célébration, suite à la découverte des couleurs vertes des massifs que je traverserai demain, je pars manger confiant en laissant la tente installée. Ce choix de restaurant était le bon. La portion de pâtes préparée façon macaronnade sétoise était très généreuse. La tenante du lieu me fera même une petite réduction sur la note finale. Adorable. Ce soir, j'ai reçu un message de Stan et Marie, dont j'avais croisé la route au refuge du Gralet, le 7e jour. C'est simplement pour me dire qu'ils continuent de me suivre chaque jour. Ça n'a l'air de rien, mais j'en ai été très touché. De la même manière, sur le canal Telegram où je publie des nouvelles quotidiennement, accompagnées de photos, les gens peuvent réagir en mettant des petits émoticônes sous les messages. C'est précieux pour moi de voir ces petites attentions. Je me sens réellement porté sur les sentiers. Demain, le GR9 quitte le Vaucluse, après une grosse semaine sur ces terres. Aura lieu un court passage dans les Bouches-du-Rhône, avant le Var pour finir. Je remonte jusqu'à mon emplacement de bivouac. La tente n'a pas bougé. Ah, c'est satisfaisant de ne pas avoir à l'installer. Je peux tout de suite me poser à l'intérieur. Mes yeux se ferment avec pour fond sonore des écureuils qui s'en donnent à cœur joie dans les chênes au-dessus. Eux aussi savourent les cadeaux proliférants de Mère Nature. Jour numéro 40. 29 août 24. Beaumont de Pertuis, Jouques. 24 km. La nuit s'est bien passée. Le jour se lève pour la 40e fois depuis le grand départ. 40 jours! C'est un chiffre important. Le prochain nombre rond sera l'étape finale. Et ce chiffre me fait songer à la célèbre émission Koh-Lanta. Pour celui ou celle qui remporte le défi, c'est une durée de 40 jours qui aura été éprouvée dans de rudes conditions. Bon, mon périple est bien peu de choses en comparaison de conditions de vie. Néanmoins, je me rends un peu mieux compte de ce que c'est que de vivre une aventure intense pendant 40 jours. Koh-Lanta doit être vraiment très difficile à encaisser à la longue. Tout le long du voyage,
Je joue beaucoup avec les mathématiques par rapport au nombre d'étapes faites, celles qui restent, etc. Le programme du jour est à la hauteur de cette importance. Je vais quitter le Vaucluse en franchissant la dernière grande rivière du parcours, la Durance. Cela pour entrer dans un département maritime. La Méditerranée n'est plus très loin. Je quitte Beaumont-de-Pertuis sur une portion plate en route goudronnée, ce qui me fait progresser plutôt rapidement. Et puis la forêt. À l'intérieur, je trouve un nombre farfelu de bouts de verre, beaucoup plus que dans les départements plus au nord. Cela me semble bien curieux de voir le sol jonché de verre, pile dans les régions où le risque de feu de forêt est le plus élevé. Certains incendies sont d'origine criminelle. Je vais finir par croire que ces dépôts de verre sont intentionnels. Ils n'ont pas l'air très coupants. Je les place dans ma poche, entouré d'autres emballages, ramassés à droite à gauche. Je traverse Mirabeau, en me nourrissant copieusement de figues sur un arbre abondant dans la rue. Qu'est-ce que j'aime ça! Autant certains figuiers sont dans un état quasi stérile, autant d'autres comme celui-ci sont vraiment généreux. 3 kilomètres plus loin, j'arrive à la Durance, dans son lit plus large que ce que j'imaginais. Passé le pont, je gagne la berge, à l'abri de son ombre, pour une bien longue pause, à mi-chemin des 24 kilomètres à réaliser. En plus de manger et faire une petite lessive, je me baignerai. La fraîcheur fait beaucoup de bien. Le courant, après 2 mètres au-delà de la berge, est très puissant, le fond s'enfonçant abruptement. Je m'adonnerai à un petit jeu de lâcher prise. Il consiste à remonter le long du bord, puis de me laisser emporter par les flots sur une trentaine de mètres, n'ayant plus pied, pour, une fois au niveau du sac, nager rapidement afin de retourner sur la côte. C'est très tripant. J'effectuerai plusieurs tours de cette attraction naturelle. Je reprends le chemin qui enjambe l'autoroute reliant Gap à Aix-en-Provence pour grimper un peu, histoire d'accéder au plateau de Jouques, dont la biodiversité est particulièrement foisonnante. La météo suit à peu près le même chemin que ces 2 derniers jours. Ciel totalement dégagé pendant la matinée, conquis lentement par des nuages venant de l'ouest qui occupent les cieux aux heures les plus chaudes de l'après-midi, avant de disparaître au moment du couchant. Si ces conditions peuvent permettre de maintenir jour après jour un faible risque incendie, je ne peux que prier pour que ça continue. Encore 10 jours à espérer que ça tienne bon. À 18h, la carte me donnera raison. Encore une journée verte demain. En entrant dans Bède, chic hameau précédent Jouques, mes oreilles sont assourdies par des chiens se succédant de propriétés en maison. Cela m'agace fortement. Il faut avouer que ce GR9 n'aura pas entretenu de grande amitié avec le règne canin. Sincèrement, concernant la plupart des gens, je me demande quel plaisir ont-ils à vivre en compagnie de chiens. Assourdissants, ne tenant pas en place, ils passent leur temps à encaisser agressivement divers ordres et restrictions de leurs propriétaires. Je connais quelques personnes qui entretiennent un véritable lien d'amitié avec leurs chiens, qui de fait est réciproque. Mais pour une majorité, j'ai l'impression qu'il s'agit plutôt d'un exutoire à colère refoulée plus qu'autre chose. L'un d'eux, présentement, est particulièrement insistant. Il m'exaspère, le naïf, croyant que je vais escalader le portail pour rentrer chez ses maîtres. À l'une de ces énièmes charges, je me retourne d'un bond, avançant d'un pas avec un air vif et menaçant, bâtons écartés et sourcils froncés. Apeuré, l'autre fait volte-face, reculant en courant d'une dizaine de mètres. Il ne s'attendait sûrement pas à ça. Je me replace dans le bon sens. Lui reste à distance, devenu beaucoup plus timide, bien moins sûr de lui, jusqu'à ce que j'ai terminé de longer le terrain grillagé. C'est intéressant ce qui vient de se passer. Je ne connaissais pas ce côté de ma personnalité, capable d'exprimer ma colère avec puissance tout en gardant mon ancrage. C'est bon à savoir, ça peut servir à certaines occasions, plutôt que de subir en m'adaptant, mon mécanisme par défaut. Je remarquerai d'ailleurs que le lien avec les chiens suivants s'en trouve plus apaisé, sachant que je sais que je peux les tenir en respect si je le souhaite. Leurs aboiements insupportables ne sont plus une fatalité. Je me découvre, c'est aussi un objectif en vivant cette grande aventure. Cela va continuer lorsque je pénètre dans les magnifiques rues de Jouques, appartenant à cette catégorie de villages à l'aspect médiéval,
aux ruelles étroites et sinueuses se frayant un chemin entre de vieilles bâtisses chargées de leur histoire unique. Je tombe nez à nez avec un figuier plein à craquer. J'aurais pris beaucoup de plaisir à m'en délecter, mais il fait partie d'une cour privée. Sans grillage certes, mais quand même, cela serait manquer de respect que d'aller en cueillir. Frustré, je le passe. Mais cela me travaille et m'empêche de profiter de la visite du bourg. 100 mètres plus loin, je fais demi-tour. Je vais oser frapper à la porte et demander à cueillir quelques fruits, même si cela me fait un peu peur. Après tout, j'ai tout à gagner dans cette affaire. Au pire, je me prends un refus et je n'aurai pas de regrets. Il en sera tout autre. C'est Christine qui m'ouvre. Sont présents dans sa maison des amis, Amandine, Rémi et Chantal. Sa maison, parlons-en. Je n'avais jamais vu une semblable architecture. Les pièces aux murs épais de pierre sont entièrement voûtées, sans arête pour délimiter le plafond. Il en va de même pour les encadrements des portes. Cela donne un charme tout à fait singulier. Christine m'explique que c'est un style très présent dans les vieilles demeures de Jouques. Tous les 5 nous passerons un très bon moment de discussion, sur ce sujet ainsi que sur la marche, les voyages, la vie par ici. Ils me donnent les pleins droits pour manger des figues. Elles sont délicieuses. Et en prime, ils m'offriront même des dattes. Je suis comblé. Tout cela par du simple fait d'avoir osé demander, surpassant la peur de déranger puis qu'on m'envoie sur les roses. La leçon est belle, j'en prends bien note pour les autres plans de ma vie. En revanche, je dois faire attention à la quantité de fruits que je mange. C'est le piège. En les ramassant au compte-gouttes, mûrs comme figues, je les avale sans compter. D'un côté, je crois que mon corps apprécie fortement ces bons sucres pour faire le plein pendant l'effort. Mais les figues de tout à l'heure ont déclenché une petite réaction dans la bouche, qui heureusement se calmera avec le plat principal quelques heures plus tard. Dans la conversation, ils m'ont évoqué quelques endroits propices pour le bivouac. Finalement, en visitant le village, je choisirai un coin vers les terrains de tennis, étant très proche du centre, du chemin de demain et du restaurant de ce soir. Cela m'arrange mieux. Je n'ai aucun problème à y aller fort sur le menu. Déjà en temps normal, je n'ai jamais vraiment eu à faire attention à ce genre de choses, mais là il est presque nécessaire qu'un certain nombre de repas sur ces 50 jours soient riches en calories. Cela me fait rester 2 bonnes heures à table, dont une partie est consacrée à l'écriture du récit journalier. Il fait nuit. Je préfère écrire sur table à la lumière des lampadaires plutôt que sous tente à la lampe frontale, sans vrai support. C'est donc sous un ciel étoilé que s'achève une belle journée de plus. Je prie pour qu'il en soit de même pour les 10 étapes restantes. Dans la forêt juste à côté, ça grouille de vie. Toute cette faune en totale maîtrise du royaume nocturne, auquel je me sens bien étranger.